Nous poursuivons notre panorama des années 1978-1981 avec un séminaire, un stage on peut dire, un stage d'études que nous avions organisé à Tours, exactement au Bois des Hâtes, du vendredi 20 juin au dimanche 22 juin. Alors, il avait comme particularité de se tenir parallèlement à un autre congrès qui était celui-là consacré à des questions relativement proches, comme la chronobiologie, et qui était dirigé par Claude Godot, qui donc c'était un congrès assez étonnant où il y avait dans un coin il y avait des astrologues qui donnaient des cours d'astrologie, dans l'autre cas il y avait une conférence de chercheurs sur le phénomène justement bioclimatologie, etc. Voilà, donc c'est un double colloque que nous avons filmé en partie, que nous avons enregistré en partie, et dont nous allons restituer les pages les plus intéressantes, dans la continuité de ce que nous avons donné jusqu'à présent pour 78 et 79. Et puis nous passerons ensuite à la réunion en anglais, surtout, de Londres, le grand congrès que les astrologues français organisaient à l'ambassade du Cambodge à Londres au mois de juin 1981. Voilà. Et puis ensuite nous passerons à d'autres enregistrements pour les années 1989-90. Nous allons donc écouter Francis Buck faire son cours d'initiation au calcul astrologique. Un exercice qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens avec l'informatique. Ce serait sur un autre système, qui est par rapport au plan de l'équateur céleste. Exactement. C'est un système différent. Exactement. Oui, mais on est obligé de les utiliser, puisque nous sommes sur la Terre, donc il faut les utiliser par rapport à la Terre et par rapport au... Qu'est-ce que vous positionnez? Vous avez positionné l'étoile dans les signes du zodiaque. Mais il faut d'abord la positionner par rapport à vous, et puis après la positionner par rapport à l'éthique. C'est pas si facile que ça. Finalement, quand vous mesurez une étoile, vous la mesurez pas par rapport au soleil, par rapport à l'éthique. Vous êtes sur une Terre, il faut d'abord mesurer la hauteur de l'étoile, vous prenez votre sextant, vous mesurez la surface. C'est ça. Ah ben, la mesure. Malheureusement, ça, on va aller soit en mer, soit dans un observatoire. Là, la technologie de la mesure, on ne peut pas en parler. J'ai parlé de ça de l'ascension droite. Alors là, on a vu, ils peuvent identifier pour l'étoile. Pour le soleil, on a directement avec une balle. C'est-à-dire, c'est pas plus compliqué pour l'étoile, mais disons pour le soleil, il n'a pas d'attitude, puisqu'il est sur les figures. Il n'a jamais d'attitude. Les marins vont positionner par rapport à quoi? Pour s'orienter, ils vont s'orienter par rapport à un poisson, l'eau, le lumière. Pour le jour, ils peuvent avoir le soleil et la lumière, et la nuit, on va avoir les étoiles. S'ils arrivent à positionner les étoiles, très bien. Un très très bon marin qui prendra le sextant peut à peu près fonctionner à 2-3 mètres. Maintenant, ils ont des instruments de mesure de l'atome où on fait la nuit, quand on fait ça, etc. Parce que tout ça, c'est des cartes qui sont enroulés par les musiciens. Et puis, il y a des éléments des taux. Les taux de synchronisation. Je connais aussi la position des Américains qui reçoivent le temps de synchronisation. Ça introduit une considération, c'est qu'en fait, ça prend plus, disons, d'un an. Et ils savent que telle étoile est à tel endroit, à telle heure. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire une façon simple. Pour les temps précisés à moins de 3-4 km. Un marin avec son sextant ne peut pas positionner, il ne peut pas donner son endroit à 3 mètres près. Les marins, oui, mais j'ai jamais vu un sextant sur mon bateau climatique. C'est bête d'ailleurs, parce que non, mais je vous rappelle, mais le
S'il fallait des travaux pratiques, je ne me mettrais pas en scène, c'est pas moi. Je n'aurais pas l'habitude, je sais pas. J'aimerais bien, si j'ai des possibilités, avoir des appris, parce que... Le marin, il fait sa mesure sur les bateaux. Le marin, logiquement, le marin il fait sa mesure sur quoi? Sur ce qu'il peut. Il n'a pas le dessin avec des coups entières. Il a essayez-vous de vous représenter un marin qui est sur son bateau. Il a un chiffre à marin, il peut la faire dans ce soir dans le rideau. Et après, il fait ses calculs avec ses armes. Il n'a rien d'autre. Mais il sait que telle étoile, donc, c'est seulement avec l'horloge atomique qui précise le 30 millième de seconde. Non, on a fait mieux. 30 millième de seconde, on a pu mesurer la dilatation du temps. Vous savez, les fameuses expériences des deux aviateurs, il y avait deux horloges atomiques sur un avion. On ne sait jamais, en fait, il y a un millionième ou un 30 millionième d'erreur entre les deux secondes, entre les deux horloges, avec les deux horloges atomiques. Enfin, les deux horloges atomiques sur le bateau, sur l'autre avion, pardon. Et puis, à terre, et un avion partant par l'est vers le tour du monde et l'autre par l'ouest. Alors nous allons passer à Marielle Clavel, maintenant connue sous le nom de Marielle Garel, et qui donc pendant ce séminaire de 1980 à Tours parlait de morphopsychologie et astrologie. Merci aussi Pierre Lavoine, et même, je crois que là, le thème astrologique n'indique toujours pour moi les aspects, notamment que des potentialités. Je crois qu'il faut rester beaucoup plus humble par rapport à l'interprétation astrologique, car on a bien des surprises. D'ailleurs, entre nous soit dit, on peut interpréter de 5 ou 6 façons différentes un thème astrologique avec autant de brio. Hein. Mais on est souvent à côté de la plaque. Donc, d'autres moyens d'investigation ne sont pas nécessaires. On peut finir là maintenant. Moi, mais... Décidément, c'est la même... Voilà. Bon, c'était lui de profil. Hein. Alors, vous voyez, c'est toujours intéressant, il faut toujours prendre une photo de profil et de face. Là, on voit qu'il y a un pronatisme extrêmement important quand même. Le museau de l'enfant et le front déjà quand même assez redressé pour l'âge, il n'avait que 5 ans. Hein. La photo vieillit toujours un petit peu, vous voyez. Donc, c'était lui de profil. Ah, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est peut-être la diapositive qui est un petit peu... Alors, c'est un enfant ici extrêmement vénusien, qui a un ascendant balance, avec un Saturne extrêmement fort, qui bloque la Lune et Vénus. On a une triple conjonction en taureau, Saturne, Lune, Vénus. Bon. Donc, les yeux sont assez enfoncés, enfant fragile. Enfant fragile, qui s'enferme, parce qu'on parlait de Saturne tout à l'heure, dans son rêve enfantin, dans son complexe, tout simplement, Vénus, ascendant balance, et taureau. Donc, fixation extrêmement forte par rapport à la mère. On sent que le front est très redressé aussi, c'est un enfant extrêmement jeune, il n'avait aussi que 4 ans à l'époque. Vous voyez que la lèvre supérieure est extrêmement rétractée, ce qui indique toujours une répression du niveau instinctif. Là, lorsqu'un enfant naît, on a tous un mouvement de succion. Comme ça correspond à des tâches instinctives, on peut voir là qu'effectivement cet enfant-là déjà réprime son instinct. Tout est dans le regard, dans les yeux, les narines sont extrêmement fermées, il faut faire très attention aux narines. Hein. Donc je dois dire, si vous regardez Béja, je reviens à Béja, était extrêmement sensible aux odeurs. Il ne parle que de parfum. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé des parfums aussi, c'est Baudelaire. Hein. D'ailleurs, les enfants, les jeunes enfants très attirés par leur mère sont tous attirés par la fourrure, par ces parfums. On peut voir que là, le rôle de l'animal est extrêmement important. Or, celui-ci avait les narines fermées. Ce qui peut indiquer, c'est exactement ambivalent. Une narine très ouverte, comme déjà, hein, on dirait presque des nageots d'ailleurs, tellement c'est échancré, ou un enfant qui a une narine aussi fermée, et bien là, ça crée la sélectivité. Si vous avez les narines trop échancrées, comme à la Chopin par exemple, une fragilité, besoin de respirer que dans un air extrêmement raréfié. Chopin, le moindre trouble, hein, une feuille bruisselle, je crois, disait son ami Georges Sand, il s'évanouissait. On a bien le toucher. Hein.
Donc des effluves trop fortes amènent ces gens des vertiges, disons, somatiques extrêmement intéressants. D'ailleurs, il en est mort quand même, là, je crois. Séparation avec Georges Sand, dit Chopin. Alors là, c'est la même chose. Les narines sont très, très fermées. Vous me direz, bien sûr, les narines, peut-être que c'est une hérédité, mais enfin, on porte aussi l'hérédité. Et la narine, les narines, le nez correspond à l'étage respiratoire. Donc là, on peut tomber chez des enfants qui peuvent avoir certains types d'allergies, notamment allergie rhume des foins, asthme, étouffement. Beaucoup de ce type d'enfants aussi créent l'angoisse. Ils ont besoin, par exemple, soit le cancer, soit la balance qui a besoin d'un rapport avec l'autre, d'un dialogue. On a besoin de se sécuriser par rapport à l'autre. Hein. Le taureau, on donnait toute l'expression, je dois dire, printanière des sens. Or là, cet enfant-là a le printemps, lui, avec toute l'explosion sensorielle et la fragilité, le côté extrêmement nuancé de la balance. Vous voyez la dichotomie qu'il peut y avoir chez cet enfant. D'un côté, extrêmement sensoriel de jouissance dionysiaque, tout à fait taureau, et d'un autre côté, le côté nuancé, perméable, avec la balance. Or, pour se protéger, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ses narines sont fermées. Nous allons passer à un tout autre sujet, toujours dans le cadre de ces 3 jours de formation, avec, après le temps des prophètes, de Pierre Cormier, un collègue d'ailleurs de Daniel Vernet, et qui est sous-titré « Les défis des années 80 et le destin de l'Europe ». Et donc il était venu nous parler de son travail, ce qui nous permet de parler d'astrologie mondiale. Voilà, donc l'ouvrage qui venait de paraître à l'époque. Donc Pierre Cormier. Je propose le temps de 800 à 1000, le temps de naissance de l'Europe. Alors l'Europe, donc, comme collectivité mais caractère commun, avec des espoirs communs, etc. Sur en particulier, les partages entre fertilité européenne et les enfants transformants verticales, comme les échanges. À ce moment-là, qui est étrangère, qui est et on fixe l'Europe avec un schéma de frontières qui sont les mêmes jusqu'à nos jours. Le corps physique, il est donné à la naissance, c'est très simple. Alors je suis d'accord qu'autour de ça, on peut discuter. Moi je pense de toute façon que toute méthode, quelle qu'elle soit, ne m'intéresse que si elle peut s'évanouir dans le discours, autant ça nous intéresse. Et vous avez parlé de Rome. Alors vous dites que c'est très net pour la conception. Oui, c'est l'expression. C'est-à-dire, oui, c'est le passage des Tarquins à la République, le passage de la République et de la République. Alors, ce qui est très intéressant ici sur le marché politique, c'est qu'il y a le Chinois. Les Chinois, les États politiques inclus, en face sur Rome, et puis les rattrapent au moment de la révolution du passage du Christ. Alors pour les Chinois, c'est le passage du le second âge. On occupait en 200 ans. À la fois les Chinois et les c'est l'un qui se rattrape de façon différente en faisant son premier Moyen-Âge qui s'est passé de Chine, l'autre qui se rattrape de façon différente qui s'est passé de Rome, en faisant cette séparation entre Constantinople et Constantinople, et puis c'est très difficile. Alors, attendez, parce qu'il y a 2 problèmes différents là. Il y a le problème de la théorie de l'histoire, le modèle historique, et puis alors il y a le problème sur lequel je voudrais qu'on reste, c'est-à-dire les modèles planétaires, enfin les modèles cosmiques. Alors quels sont les modèles planétaires que vous avez élaborés? Je pense que quelque chose une valeur de démonstration, même si c'est aussi difficile, aussi ambitieux, comme ce que je trouve aussi ambitieux, c'est un problème très là, c'est très difficile. C'est une démonstration si les paramètres sont autrement dit, c'est en observant déjà les phénomènes uniquement sur le plan astronomique, en observant de façon déterminante les phénomènes uniquement sur le plan historique qui sont intéressants, et ensuite la mise en correspondance avec la date, ça va être une belle démonstration tout ça.
doit faire des observations sur le côté de l'histoire, il doit être du même type. On est obligé de s'inventer des visions de l'histoire. Enfin, l'historien fait pas autrement. Il faut être historien. Oui. C'est sa thèse. Donc la thèse, c'est que l'Europe a vécu depuis l'Antiquité 3 étapes importantes entre l'Antiquité et la transcendance sur les États-Unis et l'Europe. Et que l'Europe est en avance. C'est quel point de vue? Et justement, le point de vue des étapes génétiques. Elle a un train de vie de sa maturité avant les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle abandonne la puissance. Le décide, justement, c'est l'explosion. On a vu, quand on regarde tous les blocs, qu'ils soient asiatiques ou méditerranéens, en 200 ans, du Pacifique à l'Atlantique, il y avait 4 empires pacifiques qui venaient tout le monde. Chine, Cécile, 200 ans, les 4 empires. Donc, il y a quand même un certain nombre de coïncidences de ça qui doivent étonner sur le plan historique. Mais il y a une sens que c'est s'inscrit dans un développement temporel, qui génétique plutôt, parce qu'on a fait un dialogue. Alors, cette idée donc de la Genèse, déjà la réaction entre ce point de vue sur l'histoire et ce point de vue sur l'astronomie, elle apparaît dans l'astronomie. On peut voir le mouvement planétaire comme de la Genèse. Il n'enseigne que, à cause du temps, on observe des ordres qui nous paraissent originaux par rapport au précédent. Simplement comme ce que j'appelle les étapes génétiques de l'histoire. Alors, donc on peut, parmi de son gravité tout à l'heure, on peut observer des positions planétaires extrêmement optimales par rapport à la seconde position. On doit étaler le temps en quelques millénaires sur l'histoire. Et comme ça, donc, mettre en évidence toutes les étapes qu'on peut prendre. Quels sont les éléments planétaires que vous combinez, que vous avez structurés? L'élément de base, il est binaire. C'est-à-dire que la planète en elle-même ne m'intéresse qu'associellement. En particulier, c'est une des meilleures façons qu'on ait fonctionner notre humanité. Ne dépend pas du moment où on se compte, ça n'a aucun sens. Il faut donc associer les planètes 2 à 2 et observer la variation angulaire de cet aspect en continu. Par l'astrologie, c'est des choses qui nous séparent fondamentalement de l'astrologie. L'astrologue va se choisir ce qu'il appelle des aspects, des angularités privilégiées. C'est ça, parce qu'il m'intéressait, c'est de démontrer que ces angularités privilégiées sont pour telle ou telle raison. Et ça vient après, ça ne vient pas avant. On peut garder en mémoire ces aspects privilégiés, mais je me suis refusé de les appliquer. Alors en fait, aucune angularité pour moi n'est privilégiée, c'est tout intéressante. J'ai choisi de prendre un champ visuel normal, arbitraire, disons les 90 degrés, en disant que là, je suis capable de les examiner en champ visuel. Donc, tout ce qui va passer avant ou après 90 degrés, je vais l'appeler autrement. Je vais dire, puisque je regarde comme la lettre, je vais dire je les vois ensemble, je ne les vois pas ensemble. Donc, ça se programme bien, c'est mignon. Ce sera un peu plus fin quand même sur 360 degrés, ça va 4 fois 90 degrés. J'ai dit oui, je vais bientôt le voir, ou non, je vais bientôt plus le voir. Si on utilise un autre langage que le Louis-Non, que le 0,1, on dira, et vous savez que c'est comme ça qu'on commence à travailler, on dira c'est Yang ou c'est Yin. Je peux décider que Yang c'est continu. La continuité de l'observation de la Terre, c'est l'observation visuelle naturelle. Et quand elle n'est pas continue, elle est discontinue. Et ça veut dire que la tradition chinoise propose 4 signes. Le yang alterné aussi sont bien vulnérables. En général, on dit métal,
vois donc... Alors, dans les corps planétaires que vous étudiez, est-ce que vous mettez le Soleil au même titre au même plan que les autres corps planétaires, ou est-ce que vous le mettez à part Alors là-dessus, je suis parti d'une observation la plus astronomique possible du système solaire, et la personne qui a fait des choses les plus pertinentes en domaine, à mon avis, c'est Daniel Vernet. Donc, je prends le système astronomique, le système centré, où nous n'habitons pas n'importe où, à savoir sur la Terre. Si on a sans doute faire quelque chose ici, nous sommes sur la Terre. Et ces positions sur la Terre nous conduit à deux visions du système solaire. L'une dirigée vers le Soleil, et l'autre dirigée vers l'extérieur. Et ça, dans la mesure où on associe les planètes 2 à 2, ça nous force à les associer de façon différente à partir de Jupiter. Donc il y a un espace qui est centré sur la Terre avec les planètes Mercure, Vénus, Mars et les astéroïdes. Et puis un autre espace solaire et qui est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, voilà, et Pluton. Alors c'est à partir de là que je propose d'utiliser, de dire, bon, maintenant qu'on a usé donc la réalité astronomique, la loi de Bode, le théâtre d'évolution, donc ça c'est astronomique comme ça. Bon, si on veut utiliser une étude de l'histoire qui doit plus forcément remplacer un ordre symbolique différent des quantitatifs, pourquoi ne pas représenter ce système astronomique sous forme de sphère qui représente, elle, le véritable idéogramme anglais. Donc le premier idéogramme dans lequel je suis en tant qu'observateur qui étudie les systèmes médecins, c'est l'idéogramme des planètes rapides, donc qui associe le Soleil de la Lune, Mercure-Vénus, Cérès-Mars, c'est Mercure-Cérès. Donc vous avez trois couples privilégiés. Trois couples privilégiés, et nous ne sommes privilégiés que parce que nous habitons sur la Terre. Oui. C'est une représentation sphérique du système centré de l'astronomie. Vous pouvez me le répéter, ces couples? Mercure, Mercure-Cérès, Soleil-Lune et Vénus-Mars. D'accord. Mais c'est par rapport à une symétrie dans le système solaire? C'est ce que je viens de vous dire. Oui, d'accord. Le système centré et la même répartition. Autour de la Terre. Le Soleil, c'est ça. Et la Lune, qu'est-ce qu'elle devient? C'est ça. D'accord. Alors dans l'autre groupe, vous avez... Dans l'autre groupe, j'ai un axe qui associe Jupiter-Saturne, un autre qui associe Uranus-Neptune, un autre qui associe Pluton. Bon, ceci dit, parce que là je me passe du côté plutôt symbolique comme dans les arrière-pensées. Non, mais oui, d'accord. C'est-à-dire que ça prépare, à mon avis, mieux certains points de vue symboliques sur le système solaire. Donc votre travail sur le système solaire implique une certaine structuration du système solaire préalable. Oui, basée sur une réflexion. Cette observation d'astronomie. Encore qu'évidemment on puisse concevoir d'autres structures que celle-là. C'est aussi Mercure et Pluton. Oui, enfin je veux dire, effectivement, je veux dire qu'il y a tout un... Non mais c'est vrai qu'il est important de réfléchir sur la structure du système solaire si on veut étudier la structure astronomique, les distances. Voilà. C'est ce qu'a fait Vernet, c'est ce qu'a fait aussi Jean-Pierre Nicolas à sa façon. Oui. C'est-à-dire de subdiviser le système solaire, de faire une classification du système solaire préalable à un travail sur... C'est-à-dire qu'en d'autres termes, cette théorie des couples planétaires est plus importante et plus intéressante que la théorie des aspects. Pour moi, l'aspect n'a pas d'intérêt. C'est ça. C'est un instant privilégié. Il peut se trouver par hasard si je prends un privilégié de l'histoire. C'est pas intéressant pour une étude systématique. Alors donc, par exemple, pour revenir à... Je suis dans le plan technique maintenant. Pour revenir alors chacun de ces 6 couples va
va jouer sur un plan différent de l'histoire? Oui, alors il faut continuer. Oui. Vous avez fait la périodicité différente. Il faut continuer à faire de l'astronomie. Bon, autrement dit, ce n'est plus la période de révolution qui va être intéressante, mais la période de réapparition dans une même position qui peut faire. Par exemple, évidemment, sur N'importe quel. L'apparition sous un même aspect. Alors, quand on observe justement cette réapparition sous un même aspect, je l'ai fait pour 0,80 degrés, c'était 360 exemples, une hiérarchie apparaît. Et cette hiérarchie conduit à abandonner certains couples plutôt que d'autres. Vous n'allez pas garder ces 6 couples? Non, je ne vais pas garder la combinaison de toutes les classes 2 à 2. Il y a 11 corps, combiné 2 à 2, ça fait 55 couples possibles. Ah oui, d'accord, mais donc... J'en ai trop. Mais attendez, je croyais avoir compris justement que vous n'ayez gardé que ces 6 couples. C'est l'élément d'âme, si vous voulez. Ah oui. Mais en plus, vous les étudiez en... Ce sont des éléments d'âme. Mais... Alors nous passons à présent à l'autre colloque scientifique, et nous allons voir donc des scientifiques discuter entre eux sur des problèmes assez proches, qui sont des problèmes d'histoire, de sociologie, et ça serait intéressant de comparer le type d'argumentation de ces deux populations. Ces observations sur le Soleil, notamment ces chaînes échafaudages, l'éclipse de 1905, alors donc, nous sommes attaqués à ce problème, qui a été également développé par M. Claude Godot. De l'Institut international des signes, et qui avait fait des indices d'excitabilité humaine, d'activité humaine. Alors les uns ont essayé de calculer des indices d'excitabilité à partir, par exemple, du nombre de conflits, du nombre de personnes impliquées dans un conflit, du nombre de personnes tuées dans des batailles, etc. Enfin, le problème. Alors, la première partie que nous allons voir, c'est ce problème-là. Comment établir des indices socio-économiques? C'est vraiment difficile. On a le problème général, c'est le problème de transformation de données qualitatives en données quantitatives. Alors, ce problème est possible sous certaines restrictions, mais également il ne faut pas oublier qu'il est possible de faire un traitement direct statistique des données qualitatives en utilisant des méthodes appropriées, comme par exemple l'analyse factorielle des correspondances avec différents retards temporels. Alors là, on va traiter des données qui sont de caractère ordinal. C'est-à-dire que les données qualitatives, il va être possible, à partir des données qualitatives, d'effectuer un ordre. Un ordre, c'est-à-dire qu'on aura un événement A, et puis cet événement A pourra, un événement B, un événement C. L'événement A pourra être ordonné, on pourra créer une suite telle que l'indice de A sera plus grand que l'indice de B, qui sera plus grand que l'indice de C, etc. Mais il y a des cas où on peut mettre en doute cet ordre. Il n'est pas possible de faire un traitement des données ordinales, c'est-à-dire de créer cet ordre. Par exemple, on peut dire un événement de la guerre est plus important que la révolution, est plus important qu'une grève, etc. Bon, ce sont 3 événements, et on peut faire un indice en fonction du critère importance. On peut choisir un autre critère que l'importance. On peut choisir un critère de détendu, on peut choisir un critère de perturbation. Enfin, on peut toujours effectuer ce problème. Alors ça, c'est un problème difficile, mais il y a des cas où il est bien possible de transformer les données qualitatives en données ordinales, c'est-à-dire dans lesquelles on a des événements qui n'ont pas de rapport d'ordre, etc. Par exemple, pour des traitements statistiques, quand on traite
une classification d'établissements, établissement scolaire, établissement administratif. Évidemment, on peut encore faire un ordre, mais il n'y a pas on ne peut pas coller un ordre sur cette classification de mots ou d'événements. Alors à ce moment-là, il y a d'autres méthodes statistiques qui permettent quand même de tenir compte de ces informations dans un traitement statistique en opérant par classification. Enfin, je ne vais pas m'étendre trop sur ce problème, mais le premier problème qui va être traité, c'est le passage de données qualitatives en données quantitatives et comment on va pouvoir faire ce codage en minimisant une variabilité humaine de codage. C'est-à-dire que si par exemple on vous demande de coder des événements, il y a des personnes qui vont dire cet événement est important, puis d'autres qui vont dire cet événement n'est pas important. Par exemple, si on colle les événements en Amérique latine, l'assassinat de Che Guevara, est-ce que c'est un événement, pour les uns, ce sera un événement très important, pour l'autre, ce sera un événement important. Donc, le jugement, il suffit le jugement qualitatif sur l'événement qualitatif, on doit minimiser la variabilité. Alors, il y a des techniques qui permettent de minimiser la variabilité du jugement, qui est faite sur l'événement qualitatif. Et on traite c'est un problème difficile, mais on peut trouver des solutions statistiques